Danse, théâtre, concerts, films, expositions, la 28e édition de ce festival de Marseille, orienté vers la Méditerranée et l'international, vient une fois de plus illustrer la vitalité artistique locale. Et pour en parler, nous accueillons Marie Didier, directrice de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour. Le Festival de Marseille est un événement qui a le mérite d'être accessible à tous, au sens propre comme au sens figuré. Alors oui, on essaye à la fois de rendre accessibles les propositions artistiques à travers ce qu'elles racontent, ce qu'elles représentent et la manière dont elles sont construites. Et puis aussi dans différents dispositifs d'accessibilité pour tous les publics. Donc ça va de la tarification qui est de 10 euros ou de 1 euro selon les cas, à un certain nombre d'actions qu'on met en œuvre pour permettre à des personnes, notamment des personnes handicapées, de pouvoir accéder facilement à l'ensemble des propositions et à certaines propositions en particulier. Voilà. Et ce qui retient l'attention est la mise en place de les gilets vibrants destinés aux personnes sourdes et malentendantes. Oui, alors la ville de Marseille, elle a fait l'acquisition d'un parc de gilets vibrants. Alors les gilets vibrants, c'est très simple, hein, c'est un dispositif qui est jusque-là pas mal utilisé dans le secteur des musiques actuelles pour permettre aux... C'est comme un gilet finalement, hein, qui capte les vibrations sonores et qui les restitue à la personne qui porte le gilet de façon à lui faire ressentir finalement la musique d'une manière précise à travers des vibrations, des pulsations. Donc on va utiliser, nous, ces gilets vibrants pour un spectacle de la chorégraphe Bintou Dembélé, qui est une plongée dans toute l'histoire de ce qu'on appelle les cultures urbaines et les danses de rue. Bintou Dembélé qui mêle art savant et culture populaire. Oui, c'est une artiste qui vient vraiment de la culture hip-hop et qui, dans les années 2018-2019, a été invitée à chorégraphier la partie ballet de l'opéra ballet de Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes. Et elle a introduit d'une certaine façon à l'Opéra Bastille, pour cette création, des éléments de danse urbaine, alors le crump, le voguing, la breakdance. Et donc elle a amené une couleur complètement inattendue qui a énormément séduit. Et après cette expérience qui évidemment n'a pas dépassé les quelques dates à l'Opéra à Bastille, elle a décidé de poursuivre cette popularisation finalement à la fois des danses de rue et puis des cultures savantes en les faisant dialoguer ensemble. Les grooves, la pièce qu'elle va présenter au Festival de Marseille, c'est vraiment la synthèse de cette envie qu'elle a de populariser à la fois là d'où elle vient, c'est-à-dire vraiment les cultures urbaines, et puis les cultures dites savantes, et en l'occurrence le baroque, la musique baroque. Et l'utilité d'un tel festival est aussi de refléter toutes les facettes de la ville, et c'est le cas avec Bac Nord de Marina Gomez. Il ne s'agit pas d'occulter la réalité de la violence dans les quartiers nord, mais au moins de participer à la déconstruction des clichés. Oui, et puis ça rejoint cette question que l'histoire de la danse contemporaine et l'histoire des danses dites de rue, elle est née dans une certaine violence. Voilà, toutes les danses de rue sont nées dans des ghettos, dans différentes parties du monde, et dans un climat qui n'était pas un climat de sécurité, de paix. Donc voilà, et Bac Nord, ça raconte ça aussi. Ça dit que d'un terrain ou d'un terreau ou d'un contexte violent et difficile, on peut être créatif. On peut être créatif, ouais. Et on peut nourrir sa créativité à partir de là, sans que ce soit narratif ou illustratif, mais ça peut permettre d'inventer d'autres façons de se représenter le monde, et en tout cas, ça libère des créativités. Et Bac Nord est l'une des 9 créations proposées au festival. Et pour certains spectacles comme Parade et Désobéissance, il y a un clin d'œil au particularisme marseillais dans le lieu pensé par Louis XIV pour mater l'identité rebelle de la ville. Oui. Alors, le Festival de Marseille, il essaye vraiment d'inventer des relations entre la ville, la population et les artistes d'une manière non conventionnelle. Et on cherche par plein de moyens à casser un peu les codes habituels de la représentation, notamment en demandant à certains artistes de composer et d'écrire pour des amateurs. Donc Parade et Désobéissance, c'est vraiment une écriture chorégraphique d'une artiste qui s'appelle Aïna Alegre, qui est catalane d'origine, qui va écrire pour un groupe de 100 Marseillais et Marseillaises, donc des amateurs, dans ce cadre évidemment que vous évoquiez, qui est majestueux, fort d'une histoire
contrasté, puisque la citadelle, le fort, connu à Marseille sous plusieurs noms, le fort d'Entrecasteaux, le fort Saint-Nicolas, la citadelle, cette forteresse a été construite par Louis XIV pour protéger le royaume des Marseillais et des séditieux. C'est un bâtiment qui est maintenant un monument historique, qui est classé, mais qui a toujours appartenu à l'armée. Donc il n'a jamais été vraiment accessible. Donc on est très heureux, nous, de le rendre un peu plus accessible pour sa réouverture, qui ne se fera pas évidemment en 2023, mais qui va se faire progressivement jusqu'à 2030 à travers un gros chantier de rénovation. Ce n'est pas un bâtiment qui est encore totalement accessible. Donc nous, on l'étraîne en quelque sorte, avec parade et désobéissance. Oui, donc le festival est une belle occurrence. Oui, tout à fait. Ouais. Alors si ce festival se distingue par sa volonté de promouvoir la diversité des cultures, il séduit aussi par son universalité de ses valeurs. Je fais référence au combat de ces mères libanaises que traduit le chorégraphe Ali Charour. On ne peut pas être insensible au combat de ces artistes en exil qui crient leur droit à exister. Oui, alors Ali Charour, c'est un artiste vraiment passionnant. Alors il est resté au Liban, lui. C'est vrai qu'il a continué de maintenir la vie de sa compagnie et ses projets artistiques au Liban, ce qui est quand même une grosse gageure en ce moment. Ça l'a toujours été, mais particulièrement depuis l'explosion du port de Beyrouth, où là, quand même, il y a eu un cap qui a été passé en termes de précarisation de la population et des artistes parmi eux. Donc, il crée dans des conditions difficiles, Ali Charour. Et c'est d'autant plus pertinent quand même de présenter son travail dans un festival. Et ce spectacle, Told by My Mother, donc en français, c'est Du temps où ma mère racontait. Ouais, c'est une pièce qui m'a énormément touchée. Ça raconte vraiment quel est le combat des mères au Liban, ailleurs aussi, pour garder leurs enfants près d'elles, mais c'est pas le seul enjeu, c'est pas les garder près d'elles, c'est les garder des périls, de la mort et de la chute. Voilà, donc c'est une pièce très très émouvante qui raconte vraiment quelque chose d'universel. Oui. Et dans le même esprit de défense des opprimés, on peut citer Amor a la muerte, hommage au combat des peuples autochtones mapuche. Oui, alors là c'est une très belle pièce aussi d'un chorégraphe néo-zélandais. Alors lui aussi vient d'une culture, d'un peuple autochtone, puisqu'il vient des îles Samoa, il est samoan. Donc vous me direz quel rapport avec les Mapuches. S'il est là, le rapport c'est qu'il s'est intéressé à d'autres... La défense des peuples autochtones. Voilà, tout à fait, à des populations du Chili, les Mapuches. Donc il a créé une compagnie au Chili pour travailler avec ces artistes Mapuches. Et il vient avec une très très belle pièce qui raconte pas l'histoire des Mapuches, mais qui célèbre plutôt les arts et la culture à travers de la danse, du chant, des images, quelque chose de très très immersif et très rigoureux au plan formel. Et parce qu'il faut aussi relayer les initiatives insolites, je ne résiste pas à faire mention de cette expérience proposée par le collectif canadien Mammalian Diving Reflex qui permet à des écoliers de CM1 d'être apprentis coiffeurs. Oui, donc cette compagnie, elle travaille sur des formes qui sont, alors on appelle ça des esthétiques relationnelles ou des organisations, des expériences sociales. Oui, pardon, je cherchais des expériences sociales inaccoutumées qui créent du coup des situations inédites. Et qu'est-ce qui ressort de ces situations inédites? Donc oui, on va confier un salon de coiffure à une classe de CM1 pendant 2 jours, de la prise de réservation à la coupe, en passant par le shampoing, l'accueil et évidemment l'accompagnement sur le pas de la porte de la personne coiffée sera entièrement réalisé par des enfants. C'est une façon de dire aussi, parce qu'il y a un message, de dire que la confiance, c'est un concept qui est intéressant, porteur de valeur, fécond aussi, au sens social et relationnel. Et ce travail, c'est vraiment un travail sur la confiance. On a tous débuté quelque part. Et puis, qui n'a jamais été coiffé par ses propres parents? Quel enfant n'a pas ce souvenir d'avoir été coiffé par son père, par sa mère? Donc, je suggère, à travers ce projet, que nous renversions un petit peu les rapports et que les adultes acceptent cette fois de se faire coiffer par des enfants. On peut lancer l'idée. Il faut aussi souligner la dimension interactive du festival qui propose des ateliers de danse en plein air. Oui.
depuis très longtemps, le festival essaie de contaminer la ville à travers des ateliers très très simples, hein, qui sont des ateliers de pratique de la danse dans des espaces publics, souvent des jardins. Donc là, on va être dans 4 jardins cette année, ou 4 espaces de plein air, avec différents artistes de la programmation, donc des danseurs de groove, danseurs de Emmanuel Gatt. Oui, l'Israélien Emmanuel Gatt, en effet. Voilà, qui va venir présenter lui aussi une très belle et très grande pièce pour 14 danseurs sur ce magnifique plateau de danse qu'elle a créé. Voilà, donc différents artistes de différents projets acceptent et jouent le jeu de l'atelier de danse ouvert à tous en plein air. Je ne saurais clore cette interview en mentionnant la tenue d'ateliers de pratique artistique dédiés aussi aux enfants dans le cadre de ce festival. Oui, alors il y a plusieurs possibilités, oui, de participer à des ateliers de pratique artistique à l'intérieur du festival, oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Marie Didier pour cette interview. Vous trouverez toutes les informations concernant le festival sur le site festivaldemarseille.com. Et si vous voulez gagner des places pour le festival, n'hésitez pas à rester à la sortie de la rédaction. Merci à vous. Merci beaucoup. Il faut apprendre à rire de tout et même de la mort. Et puisque la mort fait partie de la vie, Susanna de la Cruz a eu la bonne idée de mettre en scène la pièce de théâtre de Jean-Pierre Martinez, Mort de rire, par la troupe de théâtre du Centre Flegg qui sera interprétée le 19 juin à 19h30 au théâtre du Tétard. Et pour en parler, nous recevons Susanna. Bonjour à vous. Bonjour. En mettant en scène ce spectacle, vous avez fait le choix de tourner en dérision notre destinée funeste commune. Une volonté d'exorciser vos peurs ? Alors, ah oui, certainement, c'est sûr. Et en même temps, il faut profiter de tout ce que la vie nous donne, même la mort, pour en rire. Et c'est réussi puisqu'on rit beaucoup en découvrant cette pièce. Et ce spectacle, accessible à tous les publics, permet de passer un bon moment. Oui, certainement. Je pense que le public va bien s'amuser, même si la thématique, parfois, du coup, c'est l'humour noir. Hein. La thématique à la base, pour certains, pourrait ne pas être drôle a priori, mais c'est une pièce vraiment avec beaucoup, beaucoup d'humour, donc le public en rit effectivement. Voilà, qui est propice à la détente. Alors, 5 actrices composent cette troupe de théâtre du Centre Flegg. Comment se sont-elles réparties les rôles, avec pour certaines des rôles d'hommes ? Alors, la distribution, bien sûr, c'est moi qui décide. Et puis, l'écriture de Jean-Pierre Martinez permet absolument de transposer le genre des personnages. Donc, si à la base c'est écrit pour des hommes ou pour des personnages masculins, on peut tout à fait en faire des personnages féminins. Ainsi, un veuf devient une veuve, un notaire devient une notaire, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, ce spectacle permet à l'auteur d'aborder la mort sur toutes les coutures. Et dans ce premier sketch, il est question du legs laissé aux descendants. Est-ce une volonté de l'auteur de désacraliser les héritages ? Surtout, je pense, de désacraliser l'héritage théâtral, les héritiers des œuvres des auteurs qui se passent à travers le temps. Donc, effectivement, le premier tableau parle des droits d'auteur, des héritiers d'auteurs. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un petit clin d'œil, oui. Lui, il est encore, c'est un auteur vivant. Oui, tout à fait. On connaît l'importance de la propriété intellectuelle dans l'art dramatique, alors avec ce trait d'humour, on peut dire que c'est réussi. Et le quiproquo est à son comble lorsqu'on entend ce dialogue fortuit entre un homme, veuf depuis peu, et celui qui s'avère être l'amant de sa femme décédée. Et oui, c'est rigolo parce que presque il s'en rend compte sur le moment, ou elle s'en rend compte sur le moment, mais en même temps, il y a toujours une espèce de double jeu de la part de celle qui est l'épouse, parce que on pourrait comprendre qu'elle est au courant, mais que finalement, elle force le destin quelque part pour se retrouver avec la maîtresse de son mari. Une sacrée imagination. Alors cette pièce aborde toutes les étapes auxquelles sont confrontées les familles suite à la disparition d'un proche. Un sketch est particulièrement cocasse, celui où 2 veuves se retrouvent chez le notaire après le décès de leur mari. C'est le même mari pour toutes les deux.
Donc, il a une double vie, d'ailleurs, il s'appelle comme ça, ce tableau. Et il a un fils avec chacune de ses femmes. Enfin, c'est toute l'histoire tourne au fait de son décès, effectivement, et les circonstances qui se présentent donc à ces deux femmes après le décès du mari. Et donc, la lecture du testament. C'est assez cocasse. C'est assez déroutant. Oui. Et il faut préciser aussi que l'auteur propose cette pièce en téléchargement libre et participe ainsi à la démocratisation de la culture via le site comediathèque.net. C'est ça, en fait, Jean-Pierre Martinez a publié toutes ses œuvres, toutes ses pièces dans son site, qui est vraiment très facile d'accès. Et il y a beaucoup de pièces à disposition du public en lecture ou même en téléchargement. Après, bien évidemment, nous devons régler les droits d'auteur à l'auteur, ce qui est fait effectivement. Donc, mais c'est très très sympa qu'il ait proposé ces œuvres comme ça en ouvert sur le net. Alors, je ne saurais terminer cette interview sans aborder les ateliers de Susanna que vous organisez. Que proposez-vous lors de ces ateliers, Susanna ? Eh bien, il y a toujours un atelier de création pour adultes. C'est un atelier qui se déroule au Théâtre du Tétard. C'est un atelier de création comme celui que je peux développer aussi au Centre Flegg. Ensuite, il y a un atelier d'improvisation pour adultes aussi. Donc, avec une improvisation qui n'est pas du tout destinée au match d'impro, mais on se sert de tous les exercices et tous les jeux qu'on utilise les comédiens pour se préparer pour un rôle ou préparer une pièce. Et on fait un spectacle à la fin de la saison aussi. Et j'ai un atelier pour les jeunes, pour les enfants. Et on joue tout ça le week-end du 16, 17, 18 et donc le 19 lundi, mort de rire pour le Centre Flegg. Très important le savoir improviser. Eh bien, merci beaucoup Susanna pour cette interview. Le rire bon pour la santé, éloigne du cimetière. Alors, je ne peux que vous recommander de réserver vos places pour cette pièce Mort de rire. Voilà, n'hésitez pas à venir parce que vous passerez un bon moment certainement. Merci beaucoup.